19 avril 2026. Ce que vous regardez à l'écran n'a rien d'une manœuvre militaire ordinaire. C'est l'exécution financière du système tel que nous le connaissons depuis 80 ans. On nous a répété pendant des semaines que la guerre se jouait dans le détroit d'Ormuz, à coups de drones, de pétroliers incendiés et de frégates américaines. C'était un écran de fumée. La véritable bombe vient d'être larguée depuis Washington par un seul homme, Scott Bessent, secrétaire au Trésor de Donald Trump. Son ultimatum tient en une phrase. Si les banques chinoises continuent de laisser transiter le moindre dollar iranien sur leur compte, elles seront rayées du système financier mondial. Pour Pékin, le choix est impossible. Renoncer à 90% du pétrole iranien et risquer la panne sèche, ou garder l'énergie et regarder ses plus grandes banques s'effondrer en direct à l'écran. Mais voici ce que personne ne dit. Pendant que Washington brandit cette arme, la dette américaine vient de franchir les 39 000 milliards de dollars. Les enchères du Trésor commencent à tousser. Et en menaçant Pékin, les États-Unis jouent peut-être leur toute dernière carte, au risque de s'aborder eux-mêmes le dollar. Bienvenue dans les coulisses de la guerre invisible, celle où les banquiers ont remplacé les généraux, et où votre épargne, oui, la vôtre, se trouve en première ligne. Mercredi 15 avril 2026, salle de presse de la Maison-Blanche. Scott Bessent, ancien gérant de hedge fund devenu secrétaire au Trésor, prend le micro. Les mots qu'il prononce ce jour-là seront scrutés pendant des mois par toutes les chancelleries du monde. 2 banques chinoises ont reçu des lettres du Trésor américain. Je ne donnerai pas leur nom. Mais nous leur avons dit que si nous pouvons prouver que de l'argent iranien transite par leur compte, nous sommes prêts à activer des sanctions secondaires. Bessent ne bafouille pas. Il ajoute une phrase qui fait frissonner les marchés obligataires. Cette mesure serait l'équivalent financier d'une activité cinétique. Traduction, c'est une attaque militaire, mais sur le terrain bancaire. Comprenez bien ce que signifie concrètement sanctions secondaires. Ce n'est pas un blâme diplomatique, ce n'est pas une amende, c'est l'éviction totale du réseau bancaire américain. Plus d'accès aux correspondants en dollars, plus de transactions en devises américaines. Pour une banque chinoise du calibre d'ICBC, de Bank of China ou de China Construction Bank, être coupé du circuit dollar reviendrait à une peine capitale instantanée. Pourquoi un tel durcissement et pourquoi maintenant ? La réponse tient en un chiffre. Malgré le blocus de la marine américaine instauré le 13 avril à 10h du matin sur les ports iraniens, Téhéran a réussi l'impensable, faire grimper ses revenus pétroliers à des niveaux historiques. Avant l'escalade, l'Iran exportait environ 1,5 million de barils par jour, quasi exclusivement vers la Chine. Depuis que le brut Brent flirte avec les 100 $, le régime des mollahs encaisse des dizaines de millions d'euros quotidiens supplémentaires. De l'argent qui finance directement les gardiens de la révolution, les drones, les missiles, le programme nucléaire. Washington a donc changé de stratégie, puisque l'armée ne peut pas bombarder éternellement, puisque les États-Unis ne disposent pas de stock de munitions infini, il faut assécher la source, couper la pompe financière, et cette pompe passe par Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Mais il y a une question que personne ne pose à la télévision. Si Washington contrôle militairement le détroit d'Ormuz, pourquoi s'acharner autant sur les transactions bancaires chinoises ? La réponse se trouve sous nos yeux, littéralement. Elle flotte sur l'eau. Pékin ne regarde plus les bateaux qui passent. Pékin regarde ses cuves. Depuis une loi stratégique de 2024, la Chine impose à ses raffineurs privés une réserve obligatoire de 15 jours de consommation. Résultat cumulé, environ 1,3 milliard de barils de brut dorment aujourd'hui dans les réservoirs chinois, de quoi tenir près de 3 mois sans importer une goutte. Un véritable rempart d'acier énergétique. Et ce n'est pas tout. Avant que le blocus ne se durcisse, l'Iran a évacué des volumes massifs de brut de ses ports. Aujourd'hui, plus de 38 millions de barils attendent en pleine mer dans des terminaux de stockage flottants, une réserve additionnelle invisible sur les radars de la diplomatie officielle. Pour la Chine, c'est une mine d'or. Achetée avec des remises pouvant aller de 10 à 20% par rapport au cours mondial, ce pétrole iranien permet aux petites raffineries indépendantes, ce que l'on appelle les teapots du Shandong, de maintenir leur marge pendant que le reste du monde paye le brut plein tarif. C'est de la survie économique, industrielle. Washington le sait, et Bessent a décidé de jouer une carte psychologique, faire pression jusqu'à ce que ce flux devienne politiquement trop dangereux pour Pékin. Le précédent vénézuélien, en 2019, avait démontré que ce genre de pression pouvait effectivement assécher des corridors d'hydrocarbures.
À l'époque, le brut de Caracas avait fini par trouver d'autres destinations et la Chine avait dû se rabattre sur le Brésil ou la Malaisie à des tarifs bien moins avantageux. Bessan espère la même mécanique, sauf que cette fois Pékin n'est plus le même acteur qu'en 2019. Parce que la Chine ne reste pas les bras croisés, et sa riposte pour l'instant est silencieuse, mais redoutable. Depuis juin 2025, les importations chinoises d'énergie américaine, pétrole brut, gaz naturel liquéfié, charbon, sont tombées quasiment à zéro. Divorce brutal, net, sans communiquer. Pour les producteurs du Texas, du Dakota du Nord et de Louisiane, c'est un coup de massue. Perdre un client de cette ampleur comprime immédiatement les marges, affaiblit le pouvoir de négociation américain sur les marchés mondiaux et laisse des terminaux GNL flambant neufs tourner au ralenti. Ce que Pékin démontre ici, c'est que la dépendance énergétique n'est pas à sens unique. La Chine peut isoler des pans entiers du secteur pétrolier et gazier américain, et elle peut le faire sans envoyer un seul soldat, sans tirer un seul missile. Il y a plus, beaucoup plus. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de plus de 120 pays dans le monde. Sanctionner une banque iranienne, c'est facile. Sanctionner une banque russe, cela se fait. Mais sanctionner ICBC ou Bank of China, c'est menacer directement les chaînes d'approvisionnement planétaires, le financement du commerce mondial, les réseaux manufacturiers dont dépendent les supermarchés allemands, français, japonais et même américains. L'équivalent financier? Imaginez débrancher simultanément 3 centrales nucléaires de la finance mondiale. Impossible à substituer en urgence. Rien ne remplace du jour au lendemain la logistique chinoise. Et Pékin le sait. Mieux, Pékin y compte. Voici l'effet secondaire que Washington n'avait pas anticipé. Chaque coup de pression américain sur le système financier pousse Pékin à accélérer la construction de son propre monde bancaire. Le nom de ce monde parallèle, CIPS, l'alternative chinoise au réseau SWIFT. Lancé en 2015 dans une quasi-indifférence, CIPS était considéré il y a 5 ans comme un gadget, un doublon sans envergure. Les chiffres d'avril 2026 racontent une toute autre histoire. Le système vient d'établir un record absolu, une journée à 1220 milliards de yuan, soit près de 178 milliards de dollars, avec près de 42 000 transactions traitées en 24 heures. En mars, la valeur quotidienne moyenne a bondi de près de 50% par rapport à février. Sur l'ensemble de l'année 2025, ce sont l'équivalent de 245 000 milliards de dollars de transactions en yuan qui sont passées par CIPS. Plus inquiétant encore pour Washington, la Chine a basculé discrètement un seuil symbolique. Plus de 54% de son commerce international est désormais réglé en yuan, contre seulement 18% il y a 5 ans. Le 1er janvier 2026, Pékin a activé une fonction presque inaperçue en Occident, le yuan numérique a commencé à verser des intérêts. Ce n'est plus une monnaie électronique expérimentale, c'est devenu une monnaie de dépôt concurrente du dollar, disponible dans plus de 2 milliards de portefeuilles numériques à travers le monde. Pendant que cette infrastructure se déploie, les signaux américains clignotent en rouge. La dette fédérale a franchi le seuil historique des 39 000 milliards de dollars. Selon les données du Trésor, l'endettement progresse désormais de 7,2 milliards de dollars par jour, soit 300 millions de dollars par heure. La charge d'intérêt annuelle dépasse pour la première fois les 1000 milliards de dollars, plus que le budget de la défense, plus que Medicaid. Et ce 17 avril 2026, l'ancien secrétaire au Trésor, Henry Paulson, celui-là même qui avait géré la crise de 2008, vient de lancer publiquement l'alerte. La fiabilité des bons du Trésor américain est en train de se fissurer et la demande mondiale pourrait finir par s'effondrer. Autrement dit, au moment précis où Washington décide d'utiliser le dollar comme une arme contre les banques chinoises, cette arme elle-même commence à montrer des signes de fatigue métallique. Alors comment Pékin va-t-il réagir ? 3 scénarios se dessinent sur les tables des analystes de Goldman Sachs, de Morgan Stanley et des grandes banques centrales européennes. Premier scénario, Xi Jinping plie. Les 2 banques visées, probablement de taille moyenne pour limiter l'impact politique, cessent discrètement de traiter les flux iraniens. Pékin laisse Téhéran face à ces contradictions, Washington crie victoire, le dollar se redresse. Mais cela signifierait une humiliation géopolitique sans précédent pour la Chine et un abandon de facto d'un partenaire stratégique au moment où les BRICS cherchent à afficher leur unité.
Deuxième scénario, Pékin joue la montre. La Chine refuse officiellement toute ingérence dans ses affaires bancaires, continue discrètement à acheter le pétrole iranien via des intermédiaires obscurs dans les Émirats, en Malaisie, à Singapour. C'est le scénario le plus probable à court terme. Troisième scénario, celui qui donne des sueurs froides à la Réserve fédérale, Pékin utilise la crise comme un accélérateur. La Chine sanctionne à son tour des exportations stratégiques, terres rares, composants électroniques, batteries lithium, active ses lignes de swap en yuan avec les pays du Sud global et transforme cette confrontation en vitrine du nouveau système multipolaire. Le dollar dans ce scénario encaisse une blessure peut-être mortelle. Et pendant que ces scénarios sont débattus, un élément nouveau vient d'apparaître. Le 18 avril 2026, il y a moins de 48 heures, l'Iran a annoncé refermer complètement le détroit d'Ormuz en réponse au refus américain de lever son blocus naval. La partie d'échec vient de franchir un palier. Scott Besson a été clair, il parle d'équivalent financier d'une activité cinétique. En langage direct, une déclaration de guerre économique totale. Et ce que l'histoire nous enseigne, c'est qu'aucune guerre économique de cette ampleur ne s'arrête aux frontières de ses protagonistes. Lorsque le dollar tremble, ce sont les taux d'intérêt européens qui bougent. Lorsque les banques chinoises vacillent, ce sont les exportations allemandes qui toussent. Lorsque le pétrole dépasse les 100 $ durablement, c'est l'inflation qui remonte dans les supermarchés de Lyon, de Bruxelles et de Montréal. Votre pouvoir d'achat, votre épargne, votre retraite. Tout cela se joue en ce moment dans des salles de réunion dont vous n'entendrez jamais parler, entre hommes au nom que vous oublierez demain. La question pour les semaines qui viennent tient en une phrase. La Chine va-t-elle céder à la pression américaine et sacrifier Téhéran, ou va-t-elle saisir cette occasion pour porter le coup de grâce à l'hégémonie du dollar ? Le blocus physique du détroit d'Ormuz, les missiles, les drones, les porte-avions, tout cela n'était que le premier acte. Le véritable affrontement se joue maintenant dans l'ombre des banques centrales, et il n'est pas sûr que ce soit Washington qui sorte vainqueur de cette partie. Selon vous, les États-Unis ont-ils encore les moyens d'imposer leurs lois à Pékin, ou sommes-nous en train d'assister au début de la fin d'un empire monétaire ? Dites-le moi en commentaire, c'est un débat crucial pour comprendre la décennie qui s'ouvre. Pensez à liker la vidéo et à la partager. C'est le seul moyen de faire exister ce format documentaire sur YouTube face aux algorithmes qui ne valorisent que le sensationnel. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite, parce qu'il y aura une suite et elle arrivera plus vite qu'on ne le croit. À très bientôt.